Est-ce que tu t'es déjà demandé si les images que tu utilises ou même que tu entends, que tu lis pour parler du diaphragme sont justes et pertinentes par rapport à la réalité de sa structure et de ses actions? Les choix et les compétences pédagogiques qui permettent cette justesse dans la transmission, c'est précisément l'objet de cet épisode. Transmettre. Le savoir-faire invisible qui nourrit les liens humains. Bienvenue dans Pédagogie en mouvement, le podcast dédié aux professionnels du corps et du mouvement. Je suis Anne de Brilly, formatrice investie et grande passionnée par la pédagogie. Ici, nous explorons ensemble l'art de la transmission en alliant rigueur, créativité et expérience de terrain. Chaque semaine, je t'y propose des outils concrets, des réflexions inspirantes et des éclairages précieux pour enrichir ta pratique et nourrir ton enseignement. Je travaille en ce moment à l'écriture, à l'élaboration, à la création de contenu de formation. Je parle de formation, mais véritablement, ce sont des ateliers, toujours à destination des professionnels du mouvement et de l'enseignement, et à la croisée des chemins entre mes trois grandes amours, trois domaines d'expertise, que sont l'anatomie, l'analyse de mouvement et la pédagogie. Et en avançant sur ces contenus, il y a une question qui s'est imposée à moi, qui est presque le fil rouge de la création de chacun de ces contenus, de chacun de ces ateliers, l'objectif même de chacun de ces ateliers, c'est de se dire comment est-ce qu'on passe de la voix des coulisses à la voix du devant de la scène. La voix des coulisses, c'est celle de notre tambouille interne, de notre tambouille pédagogique, celle qui peut parler justement d'outils pédagogiques, de sciences de l'éducation, de biais cognitifs, celle qui va parler d'anatomie, de biomécanique, de physiologie. À cette voix du devant de la scène, quand on est face à nos pratiquants-pratiquantes, à nos élèves, à nos apprenants-apprenantes, où on se doit de se mettre au niveau des personnes qui nous font face, avec un registre de vocabulaire courant, pour pouvoir leur transmettre non seulement le mouvement, mais aussi, pourquoi pas, des connaissances sur le corps en mouvement, en les vulgarisant. Et cette traduction, ce passage de la voix des coulisses à la voix du devant de la scène, finalement, c'est de la vulgarisation scientifique, à notre niveau de professionnel de mouvement, mais c'est de la vulgarisation quand même. Donc la question qui a nourri toute mon écriture de contenu de formation, c'est celle-ci: quels outils je vais donner aux personnes que j'accompagne pour réussir à faire au mieux cette vulgarisation? Et la question que je t'invite à te poser, c'est celle de la prise de conscience de la nécessité qu'il y a à posséder des outils pour pouvoir passer de tes savoirs via une transmission qui soit optimale via des savoir-faire, au don de ce savoir, à la possibilité d'appréhender pleinement ces savoirs par tes apprenants-apprenantes. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et de faire un voyage au cœur du diaphragme, je me dois de te prévenir, de vous prévenir, qu'il y aura 3 ateliers pour aller plus loin sur cette thématique, passer de la voix des coulisses à la voix du devant de la scène. Au mois de mars, un atelier spécifique sur le diaphragme. Alors attention, c'est pas un atelier d'anatomie en tant que tel, c'est pas non plus un atelier d'anatomie débutant. C'est un atelier qui va permettre à la fois d'affiner tes connaissances sur le diaphragme, mais aussi et surtout d'avoir des clés anatomiques pour pouvoir transformer durablement ta transmission. Faire en sorte que la personne qui te fait face puisse pleinement incorporer ses savoirs et modifier son geste, avoir une représentation anatomique interne qui soit juste. Et les 2 ateliers suivants, qui fonctionnent comme un diptyque, indissociable l'un de l'autre, un atelier en avril, un atelier en mai, ils vont s'appeler « Traduire sans trahir », la vulgarisation scientifique à destination des professionnels du mouvement. Et je mets toutes les infos pour pouvoir t'inscrire en description de l'épisode. Mais pour l'heure, prenons le temps de nous pencher sur le diaphragme, sur la représentation du diaphragme.
Mon objectif dans cet épisode, il est d'amener un regard plus fin, pas sur le diaphragme en tant que tel, mais un regard qui soit aiguisé sur les images verbales, les images mentales que l'on utilise dans nos cours, et surtout sur l'incidence de ces images sur la représentation anatomique interne de nos apprenants-apprenantes. Et au-delà des seules images verbales, il y a aussi, tu vas le voir, la manière de montrer avec notre propre corps d'enseignant-enseignante, à la fois notre propre corps respiratoire, celui de la démonstration, mais aussi quand notre corps donne des indications, des mains qui se déposent à un endroit des côtes, qui désignent une structure, des niveaux, des directions, toute cette gestuelle pédagogique qui va aussi participer à construire une représentation anatomique chez l'autre. Et donc cet épisode, non seulement il va amener à des prises de conscience, mais il va poser à mon sens une nécessité, c'est celui de la précision. Et attention de ne pas confondre précis et détaillé. Détaillé, c'est d'aller vraiment dans les particularités de description de chaque petite structure. C'est pas seulement dire qu'un arbre possède des branches, un tronc, des racines, c'est d'aller visiter chaque petite radicelle sous terre. Ça, c'est être dans du détail. Et c'est pas mon propos. Mon propos, il est celui de la précision. Être précis, précise, ça veut dire être sans équivoque. Ne pas laisser de doute à l'autre. Et ça ne demande pas forcément d'aller dans du détail. Ça demande de savoir utiliser des images qui sont justes, d'avoir des consignes de mouvement qui sont justes par rapport à la réalité de la structure du corps, la réalité du vivant, la réalité du monde en somme. Et cette précision, je peux le dire dès maintenant, elle va venir des connaissances anatomiques solides, affinées que l'on possède, mais aussi de la capacité, je devrais même dire de la compétence plutôt, que l'on a de pouvoir sélectionner au sein de ces connaissances celles qui vont être pertinentes par rapport à l'objectif que l'on a. Et ensuite, et c'est là tout le propos non pas de cet épisode, mais des ateliers que je vais donner en mars, avril et mai, c'est d'avoir des outils pour pouvoir vulgariser ces connaissances sans qu'elles ne perdent en précision. Alors dans cet épisode ensemble, on va se pencher sur le diaphragme. Je vais aller piocher des exemples, des images que j'entends souvent, que je lis parfois, pour à la fois poser un regard critique, savoir ce que l'on peut garder, modifier, améliorer, changer complètement, donner des pistes d'amélioration, avec un objectif premier en toile de fond, améliorer la connaissance que l'on a de soi-même. Je vais commencer par une première image que j'avais déjà entendue, que je peux trouver belle en elle-même, mais qui me gêne un peu par rapport à la réalité anatomique. C'est la phrase « Le diaphragme s'expanse dans la cage ». C'est beau en soi dit comme ça, mais ça correspond pas à la réalité du diaphragme, et je vais expliquer pourquoi. Déjà, allons voir ce qu'il en est du mot « expansion ». Je pioche dans le dictionnaire en ligne CNRTL, mon préféré, c'est celui du Centre national de ressources textuelles et lexicales, et les mots qui sont associés à expansion, c'est augmentation de volume ou de surface, dilatation d'un corps, développement, élargissement, extension, ampleur, croissance, augmentation. Et on a envie de penser le diaphragme comme ça, qui s'expanse dans la cage. Mais c'est faux, c'est pas le cas. Le diaphragme, c'est un muscle, c'est un tissu mou. Et je vous mets au défi, si vous prenez un tissu mou, ce que vous avez sous la main, un foulard, une écharpe, un torchon, un plaid, que vous posez sur la table devant vous, ou au sol, un peu froissé, un peu chiffonné, pourquoi pas, je vous mets au défi de faire en sorte que ce tissu se déplie de lui-même, s'expanse de lui-même, prenne plus de place de lui-même, s'allonge, se développe de lui-même. C'est pas possible. Si vous voulez donner de l'ampleur, de la longueur à ce tissu, il va falloir que vous appliquiez une force externe pour ce faire. Et c'est la même chose pour nos muscles. Un muscle, il ne peut pas s'expandre de lui-même. C'est pas possible. Un muscle, pour qu'il se fasse étirer, par exemple, il faut qu'il y ait une force qui s'applique
pour pouvoir éloigner ces points d'insertion. Ça peut être une autre force musculaire de notre propre corps, mais ça peut être d'autres forces comme la pesanteur ou le retour élastique de certains autres tissus, de certains organes par exemple. Et quand on sait ça, on n'a plus complètement envie d'utiliser le diaphragme s'expand dans la cage, parce qu'on sait que ça va donner à nos élèves une image qui est fausse par rapport à la réalité de ce dont est capable ce muscle. Je vais donner un autre exemple. Momentanément, je choisis de m'éloigner un peu du diaphragme et de retourner à la colonne dont je parlais dans les premiers épisodes quand je guidais l'étirement axial du rachis. Si jamais je me tiens toute voûtée, la colonne en point d'interrogation, tel Gaston Lagaffe, et que on me demande de m'auto-grandir, je l'avais déjà évoqué dans cet épisode-là, il n'y a pas d'air qui va entre les vertèbres, mais il n'y a pas non plus de muscles qui vont se contracter pour être pousseurs de vertèbres, pour être éloigneurs de vertèbres. C'est pas possible. Les muscles, ils vont se contracter tout le long de la colonne, mais aussi au niveau de la convexité de certaines courbures pour pouvoir trouver cet autograndissement, ériger notre colonne. C'est le fait de la contraction de muscles. Les muscles, ils vont pas s'expandre pour pouvoir pousser les vertèbres. C'est pas comme ça que ça se passe. Ils vont se contracter et en l'occurrence même agir sur le squelette pour pouvoir rapprocher leur point d'insertion, créer momentanément un tout petit peu de compression d'ailleurs au niveau des articulations qu'ils franchissent et réduire les courbures de la colonne. Mais ils ne sont pas à s'expandre, à pousser, à éloigner les vertèbres les unes des autres au même titre que le diaphragme ne s'expanse pas tout seul dans la cage thoracique. Penser qu'il s'expanse, ça serait imaginer qu'il crée de lui-même un espace, ce qui n'est physiologiquement pas possible. Et là, vous allez me dire, oui, mais Anne, on sent très bien quand on pose nos mains sur le bas de notre cage thoracique, de part et d'autre de la cage, on sent les côtes se faire élever. Et ça, c'est l'action du diaphragme, c'est vrai. Mais écoutez bien, ce n'est pas parce qu'il est pousseur des côtes. C'est parce qu'il vient, par sa contraction, par son action même, tracter les côtes et les élever depuis l'intérieur de la cage où il se situe. Mais l'image du diaphragme qui s'expand, ça pourrait laisser à penser que le diaphragme, depuis l'intérieur de la cage, devient pousseur de côtes. Et quand je le dis, je suis en train de le faire avec mes mains qui s'éloignent de mon tronc pour le mimer. Mais cette image, elle est complètement fausse. Ça ne correspond pas à la réalité de la structure. Et donc il convient à mon sens de trouver d'autres images qui vont permettre à nos pratiquants-pratiquantes de s'emparer non seulement de nos consignes, mais aussi d'une représentation anatomique interne qui soit juste. Et ça demande d'utiliser des images qui soient adaptées, qui correspondent à la réalité anatomique. Tiens, en parlant d'images, je vais en prendre une autre qui est souvent utilisée dans nos milieux corporels, c'est l'image du dôme. Et j'en avais déjà parlé dans l'épisode sur les 10 erreurs au sujet de la respiration. C'est qu'un dôme, c'est rigide. Donc, pour donner l'idée un peu première de la forme du diaphragme, pourquoi pas, mais ça ne donne pas la représentation d'un tissu mou. Alors, on peut utiliser autre chose, vous allez me dire, mais le dôme, c'est complètement has-been, Anne. On parle de méduse ou de bonnet de bain. Pourquoi pas? L'avantage par rapport au dôme, c'est qu'au moins ça donne l'idée d'un tissu qui est mou. Néanmoins, si ce que vous voulez, c'est faire comprendre à vos élèves le dénivelé du diaphragme, qui est extrêmement conséquent, puisque sa partie haute, elle se situe à peu près vers la, les 4e, 5e côte, je vous le fais à la louche, et sa partie la plus basse, elle est au niveau de la 3e lombaire. Pour donner des repères, la 5e côte, c'est vers le téton chez l'homme, au sens du sexe et non du genre, et la 3e lombaire, c'est l'endroit de la taille, c'est l'arrière du nombril. Vous imaginez le dénivelé que possède ce muscle. La méduse, le dôme, le bonnet de bain, ce sont des images qui ne vont pas permettre cette représentation-là, celle du dénivelé du diaphragme. Je donne un autre exemple, le rapport du diaphragme avec la colonne. L'image de la méduse, elle fonctionne pas du tout. Il faudra en trouver une autre, qui soit plus pertinente par rapport à cette réalité.
Et quand je dis ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher des images qui soient compliquées, d'aller chercher de la terminologie. Il y a des images verbales, mentales, qui sont très simples, très accessibles et qui permettent de comprendre toute cette topographie, cette richesse structurelle du diaphragme. Et ce sont toutes ces images que je vais partager à l'atelier du mois de mars. Je continue avec d'autres images, je prends le texte dans lequel je les ai lus. Je cite: «Tout en bas de la cavité de votre poitrine se situe un muscle plat». Alors là, pour le coup, cette image-là, elle me pose problème. Et il vaudrait mieux parler de dôme, même si c'est rigide, ou parler de méduse, même si ça ne donne pas le dénivelé du diaphragme. Mais de dire c'est un muscle plat, ça le laisse à penser comme un set de table qui serait posé sur une table ou un sous-main sur un bureau. Et là, l'image, elle convient pas. Si jamais on voulait faire un référentiel à la table ou au bureau, je le comparerais davantage à une nappe avec de longs pans qui débordent largement de la table et qui vont vers le bas. D'ailleurs, la longueur de chacun de ces pans ne serait pas la même selon qu'on se situe à l'avant, sur les côtés ou à l'arrière. Et puis, c'est pas tout. Je continue avec des images qui sont citées dans ce livre et des données qui sont avancées. Je cite: «Une fois que votre diaphragme se détend, il se contracte et se déplace vers le haut, expulsant l'air de vos poumons, vous faisant ainsi exhaler». Et là, il n'y a pas une chose qui va dans cette phrase. D'abord parce qu'au début, ce qui est dit, c'est que le diaphragme se détend et qu'il se contracte pour se déplacer vers le haut. Alors un muscle, il y a deux choses qu'il ne sait pas faire à la fois, c'est se contracter et, plus que se détendre, je vais parler de être relâché. Un muscle, c'est un petit peu un interrupteur on-off, soit il est contracté, soit il est relâché. Et il y a un variateur d'intensité, si je reprends l'image de l'interrupteur, qui va permettre de moduler la contraction musculaire, qui peut être plus ou moins forte. Mais un muscle, il ne sait pas être contracté et relâché à la fois. Il faudra donc avoir un discours plus précis, utiliser des images, comme celle que je viens de prendre, celle de l'interrupteur avec un variateur d'intensité, pour aider à la compréhension de la réalité de la structure. Quant à la suite, là, je porte plus un regard anatomique que pédagogique, parce qu'il n'y a pas d'images qui sont employées en tant que telles. Néanmoins, les propos sont faux. Il se contracte et se déplace vers le haut. Il faut savoir que le diaphragme, sa partie haute, elle se fait remonter par une autre force. Ça ne peut pas être lui qui remonte sa partie haute de lui-même. Et donc, c'est gênant de dire il se contracte et se déplace vers le haut. Parce que là encore, ça ne correspond pas à la réalité anatomique. Et enfin, de dire que c'est le diaphragme qui expulse l'air des poumons, mes cheveux se défrisent à la lecture de cette phrase parce que le diaphragme, il est inspirateur et non pas expirateur. Et de le dire comme tel, c'est confondre deux choses. C'est confondre la contraction d'un muscle avec son action. Un muscle, il peut être contracté pour faire un mouvement, il peut être contracté pour retenir un mouvement qui est réalisé par une autre force, et il peut aussi être contracté pour maintenir un geste, maintenir une posture. Mais ce n'est pas parce qu'il est contracté qu'il est acteur du geste. Ce qui correspond à l'action d'un muscle, c'est sa contraction concentrique. C'est quand il rapproche ses points d'insertion. Et quand je nomme tout ça, ces derniers paramètres, on voit bien que c'est pas une question d'image, de représentation mentale, mais c'est une question de connaissances qui, à la base, ne sont pas bonnes, ne sont pas justes. Et c'est pour ça que je disais en préambule de cet épisode, savoir bien transmettre, bien vulgariser, c'est commencer par questionner ses propres connaissances, mais aussi savoir quelles connaissances on va sélectionner par rapport au public que l'on a, et enfin, avoir des outils pédagogiques pour pouvoir transmettre au mieux ces savoirs ou ce geste. Je voudrais citer maintenant un autre exemple qui n'est pas pioché dans les livres, mais que l'on voit parfois en vidéo. Ça peut être sur les réseaux sociaux, sur YouTube, mais aussi et surtout des gestes que l'on peut effectuer nous-mêmes dans nos cours pour suggérer la forme du diaphragme et plus que ça, pour montrer son action, ses actions.
Je me souviens d'ailleurs d'une vidéo d'un kiné bien connu qui porte des bretelles et qui, pour expliquer le fonctionnement du diaphragme, s'était servi de deux choses. D'un objet qu'il positionnait dans un moulage osseux, dans un squelette, mais aussi de ses propres mains pour pouvoir figurer la forme et l'action du diaphragme. Et je vais commencer justement par l'utilisation de ses mains, parce qu'on n'a pas toujours de matériel à notre disposition. Même si parfois, avec du matériel très simple, du matériel courant, on peut faire comprendre plein de choses. Alors revenons aux mains. En fait, le diaphragme, dans sa partie haute, il va constituer non pas une, mais quasiment deux coupoles. Et si jamais vous avez envie de le figurer avec vos mains, tel que je suis en train de le faire pendant que je vous parle au micro, s'il vous plaît, faites-le de façon plus juste que ce kiné à bretelles qui orientait ses mains avec les paumes vers le haut de lui-même, vers le plafond. Et non, la première chose à faire, c'est de faire en sorte que nos mains, qui certes vont devoir être disposées avec la paume de main, vous entendez d'ailleurs le frottement de mes mains parce que je suis en train de le montrer, pardon pour le petit bruit parasite. Je vais positionner mes mains au départ comme des cuillères. Je vais faire en sorte qu'elles soient creuses au niveau de la paume et bombées, arrondies au niveau du dos. Mais si je les laisse comme ça en forme de cuillère avec les paumes vers le haut, ça va pas du tout fonctionner pour figurer la fameuse coupole, le fameux dôme, le fameux parapluie, la fameuse méduse. Il faut que je retourne mes mains de sorte que bien sûr elles soient creuses au niveau de la paume, bombées au niveau du dos, mais que le dos de la main regarde, si ce n'est vers le plafond, en tout cas si je veux figurer le diaphragme par rapport à mon propre corps, que le dos de la main soit orienté davantage vers le haut de moi-même, et non vers le bas comme c'était montré dans cette vidéo. Et puis il y avait une autre chose qui était faite dans cette vidéo et que là pour le coup je trouvais vraiment assez pertinente, c'était l'utilisation d'un sac en plastique, une poche comme on dit dans le sud, avec des anses, pourquoi pas. Alors je sais qu'il y en a de moins en moins maintenant quand on en trouve, c'est un peu des collectors, mais ça peut servir à figurer le diaphragme. Déjà, première chose, c'est que c'est mou. Il n'y aura pas le côté cartonné, un peu rigide d'une poche en papier, qui ne donnerait pas, souvenez-vous de mon tout premier exemple de l'épisode, qui ne donnerait pas l'idée d'un tissu mou. Donc il vous faut trouver un sac, une poche qui soit vraiment très souple. Et aussi plus ou moins à la dimension, si ce n'est du diaphragme en tout cas, de celle de la cage thoracique. Si vous prenez un grand cabas de course, ça va pas fonctionner non plus si vous voulez après le disposer dans un squelette. Par contre, si vous faites le choix de faire une maquette avec une échelle plus conséquente et en le verbalisant comme tel à vos apprenants-apprenantes, alors pas de problème pour pouvoir prendre un cabas et bien sûr, retourner le cabas. Quand je dis retourner le cabas, ce n'est pas mettre l'intérieur vers l'extérieur, mais c'est lui faire le poirier et donc on met la partie inférieure, la face qui est habituellement posée au sol, on l'oriente vers le haut, si ce n'est de la pièce, vers le haut de nous-mêmes, pour pouvoir figurer la fameuse méduse dont on parlait tout à l'heure. Et donc là, dans cette vidéo, c'était une poche plastique qui était mise dans le squelette. Et je trouvais cet usage d'un matériel courant assez pertinent. Mais il y a deux choses qui m'ont embêtée. La première, c'est qu'à choisir, si vous avez la possibilité d'avoir différentes couleurs, prenez un tissu, un cabas, un sac qui soit rouge, pas qui soit blanc, pour laisser à penser que c'est un muscle. Même si j'en conviens, l'intégralité du diaphragme n'est pas du tissu musculaire, n'est pas du tissu contractile. Et au besoin, selon le degré d'approfondissement de connaissances que vous souhaitez transmettre, vous pourrez ou non le préciser aux personnes qui vous font face. Donc il y a le choix de la forme, le choix de la taille, le choix de la couleur, et il y a aussi de la justesse à avoir dans la façon de disposer ce petit matériel au sein d'un squelette si vous en avez un ou si vous en utilisez un. Pourquoi je dis ça? Parce que dans cette vidéo, à la fois je trouvais l'usage d'un matériel peu onéreux, d'un matériel courant, extrêmement d'abord facile et puis surtout pertinente par rapport à ce que l'on voulait montrer. Mais ce qui m'a posé souci, c'est le fait que cette fameuse poche plastique, dans la démonstration de l'action du diaphragme, était positionnée beaucoup trop bas. La poche, il la faisait arriver quasiment au niveau du ventre, du nombril. Et ça correspond pas du tout à la réalité topographique du diaphragme.
Et là, ça pose 2 questions pour moi en tant que pédagogue. La première, c'est même pas en tant que pédagogue, c'est en tant qu'anatomiste. Est-ce que les connaissances sont suffisantes pour pouvoir faire en sorte que le geste soit assorti à la justesse de ces connaissances-là? Mais aussi, et là c'est la pédagogue qui reprend la parole, est-ce que le matériel que j'utilise, le geste que je fais avec mon propre corps, la démonstration que je fais, correspond à la réalité anatomique ou pas? Et attention, quand je dis ça, il s'agit pas de coller tout le temps à la réalité. Quand je prenais l'image du cabas tout à l'heure, un cabas de course, c'est bien trop grand pour illustrer, à l'échelle 1 en tout cas, la réalité de notre diaphragme. Il n'y a pas de problème à faire une maquette géante. Et je suis la première à le faire, à amener tout un tas de tissus, d'écharpes, de couvertures, de plaids, par exemple quand je donne un stage sur le périnée, pour faire une maquette géante de l'ensemble des muscles, des tissus qui constituent le périnée, pour pouvoir permettre non seulement de se représenter en grand cette structure qui est enfouie en tout petit, qui est difficilement palpable, comme le serait le biceps du bras ou le quadriceps à l'avant de la cuisse. Mais aussi parce que je sais combien cette maquette qui va être réalisée à plusieurs va être extrêmement impactante, non seulement pour la compréhension de ce qu'est la structure, l'ensemble des tissus qui constituent le périnée, mais aussi pour la mémorisation. Je sais pertinemment que des personnes qui viennent à un stage et qui réalisent comme ça ensemble avec moi une maquette géante se souviendront toute leur vie que Claire et Nathalie jouaient le rôle des ischions, que Nico assurait celui du sacrum et que Dounia était un pubis, avec entre eux des tissus pour pouvoir aider à cette représentation, à cette compréhension, à cette mémorisation d'une structure du corps. Alors, pour t'aider à progresser d'un point de vue pédagogique, je voudrais te laisser avec ces plusieurs questions. La première, où est-ce que tu en es en termes de connaissances anatomiques? Est-ce que tu sais situer précisément la topographie du diaphragme? Est-ce que tu sais le rapport qu'il entretient avec la colonne? Comment il est amarré à la cage? Le rapport qu'il entretient avec le psoas? Est-ce que tu sais définir et expliquer au mieux ses actions? Est-ce que tu sais comment étirer le diaphragme? Et comment le mettre en pratique? Tout ça, c'est autant de questions qui vont te permettre de faire un point sur tes connaissances. Mais on le sait maintenant, ça ne suffit pas pour pouvoir transmettre. Est-ce que tu sais choisir au sein de ces connaissances celles que tu vas faire émerger par rapport au groupe qui te fait face, par rapport à l'objectif que tu as? Est-ce que tu es certaine que ce choix est le plus juste par rapport aux objectifs que tu as? Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir face à toi des élèves avec les sourcils froncés qui se faisaient déborder par les connaissances, ou au contraire des personnes qui étaient davantage en appétit, qui avaient besoin d'être mieux nourries? Est-ce que tu es certaine même que le choix de ces connaissances dans lesquelles tu vas piocher est assorti non pas à ton objectif, mais à celui des personnes qui viennent dans ton cours, dans ton stage, dans ton atelier? Et quels outils pédagogiques tu utilises pour pouvoir déterminer ce choix-là? Et puis, une troisième et dernière grande question à te poser: quels outils tu utilises pour transmettre? Est-ce que tu passes par des consignes? Et tes consignes, est-ce qu'elles collent à la réalité anatomique? Est-ce qu'elles sont poétiques? Si elles sont poétiques, est-ce que tu fais savoir que c'est le cas? Si jamais il y a un décalage entre ce que tu nommes et la réalité anatomique, est-ce que tu sais nommer ce décalage sans pour autant partir dans de grandes explications? Quelle image précise tu utiliserais pour faire comprendre le rapport du diaphragme avec la colonne, du diaphragme avec le caisson thoracique, du diaphragme avec le psoas? Quel matériel tu utiliserais pour pouvoir faire comprendre l'action du diaphragme? Quel matériel tu utiliserais pour faire comprendre l'action de ce muscle, et même les actions? Est-ce que tu es sûr que les mots que tu utilises, la gestuelle que tu adoptes, est pertinente par rapport à la réalité structurelle? Et surtout, qu'est-ce que tu vas mettre en place à partir de maintenant pour pouvoir le faire au mieux?
Et si tu sens que tu as envie d'avoir des réponses à toutes ces questions, acquérir davantage de finesse dans tes connaissances anatomiques, acquérir de la précision dans ta façon de transmettre, je te donne rendez-vous pour les mardis de l'anatomie, 3 ateliers, un en mars, le diaphragme, des clés anatomiques pour transformer ta pédagogie, et un diptyque avril et mai, traduire sans trahir, la vulgarisation scientifique à destination des professionnels du mouvement. Les infos sont en description et dans tous les cas, je serai très heureuse de savoir ce avec quoi tu repars de cet épisode. N'hésite pas à me l'indiquer en commentaire sur Spotify et à laisser une note sur Apple Podcast. Tu viens d'écouter Pédagogie en mouvement, le podcast. Pédagogie en mouvement, c'est aussi et surtout un organisme de formation pour t'accompagner dans ta connaissance du corps et dans ta transmission. Tu peux retrouver l'ensemble de mes formations sur mon site www.andebryi.fr. Merci beaucoup pour ta présence et à très vite pour un nouvel épisode ensemble.